Eh bien bonsoir à tous, on est en direct. Il y a 7 thèmes ce soir dans Bouge la France en plus du journal. On va d'abord parler des Chinois qui sont en train de racheter un petit peu de Total. On va essayer de comprendre pourquoi avec Jean-Louis Gombos dans un instant. Et puis ensuite, on va parler de cette société de civilisation de services qui se met en place. C'est vrai que chez vous, vous faites appel très souvent à des personnes pour vous aider à faire le ménage et dans d'autres tâches. Eh bien, c'est ce qui se profile pour les années à venir. On va voir si c'est une véritable économie avec Alain Gournac, sénateur des Yvelines, et Marie-Béatrice Levaux, qui est présidente de la Fédération des particuliers employeurs, ceux qui emploient justement ces gens-là. Et puis ensuite, je reçois Martin Monesquier qui vient d'écrire Les animaux célèbres. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu lourd, les animaux célèbres. Il nous parlera parmi ceux qui sont célèbres, de ceux qui font de la politique, parce que figurez-vous qu'il y en a même qui se sont présentés à des élections. Et moi, j'adore cette maxime qu'il a écrite lui-même. Tous les animaux ont un comportement décent, hormis les hommes, bien sûr. Ensuite, la vraie politique avec Denis Jambard, qui pense que la gauche a raison, évidemment, de faire son travail d'opposition et de critiquer le gouvernement, mais n'utilise pas forcément les bons mots. Il va nous expliquer tout ça. Ensuite, les sectes, c'est l'actualité du jour avec le rapport qui a été rendu et qui met en exergue les faux souvenirs induits. C'est imposer des faux souvenirs à quelqu'un pour qu'il croit que ce sont vraiment arrivés alors qu'ils sont fictifs et de ce point de vue la servir après. Alors Claude Delpech, qui est présidente justement d'une association de gens qui ont été victimes de cela, sera sur ce plateau. Alain Geste également, qui est l'ancien président de la commission d'enquête sur les sectes. On terminera avec un parallèle entre Martin Luther King, dont on fête le 40e anniversaire de la mort, et Barack Obama. C'est vrai, y a-t-il un lien entre les deux? François Durper, qui vient d'écrire l'Amérique de Barack Obama, sera présent sur ce plateau, et Robert Georges, qui lui dirige l'association Martin Luther King 2008, qui organise beaucoup de choses cette année, lui répondra. Voilà, et puis dernier coup de fil, là c'est juste à la fin, avec José Bové au téléphone, qui surveille de très très près, il vous le dira lui-même, l'examen de la loi sur les OGM. Voilà, on est très complet ce soir. Saveria Rojek pour le journal. Bonjour Saveria. Bonsoir. La France de retour dans l'OTAN en 2009, c'est ce qu'a annoncé Nicolas Sarkozy au sommet de Bucarest. Autre geste fort, l'envoi de 700 soldats en Afghanistan. L'OTAN a par ailleurs invité l'Albanie et la Croatie à la rejoindre, mais remet à plus tard l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine. Retour sur cette journée hautement symbolique, Sonia Logre et Perrine Baglan. La deuxième journée du sommet s'est ouverte sur une minute de silence. Un hommage aux quelques 60 000 soldats de l'OTAN déployés en Afghanistan et au Kosovo, ainsi qu'à ceux qui ont perdu la vie sur le terrain, plus de 200 l'an dernier. Puis rapidement, les 26 chefs d'État membres de l'Alliance reprennent leurs travaux. Comme prévu, l'Albanie et la Croatie sont officiellement invités à rejoindre l'OTAN. En revanche, la Macédoine, elle, se voit refuser son intégration. Quant à l'Ukraine et la Géorgie, les dirigeants de l'OTAN s'engagent à admettre ces deux pays dans leur rang, mais pas dans l'immédiat. Ces deux États ont certes apporté une contribution de valeur aux opérations de l'Alliance. Le plan d'action en vue de l'adhésion est la prochaine étape pour l'Ukraine et la Géorgie sur le chemin de l'OTAN. Et aujourd'hui, nous avons été clairs sur le fait que nous les soutiendrons dans cette démarche. Autre annonce clé de ce sommet, l'envoi de 700 soldats français en Afghanistan en renfort des 1700 déjà présents sur place. Ce nouveau bataillon se déploiera dans l'est du pays. Si nous voulons partir un jour, il faut gagner maintenant. Et c'est justement parce qu'on se renforce qu'on pourra partir. Nous n'avons pas vocation à rester indéfiniment en Afghanistan. Nous avons vocation à aider l'Afghanistan dans sa lutte contre les terroristes pour que l'Afghanistan se reconstruise et que nous puissions repartir chez nous. Une annonce suivie immédiatement d'une autre. Nicolas Sarkozy a confirmé que la France pourrait réintégrer le commandement militaire de l'Alliance Atlantique au prochain sommet de l'OTAN en 2009. Un changement majeur dans la politique française, 40 ans après la sortie du commandement de l'OTAN décidé par le général de Gaulle et un pas de plus franchi par Nicolas Sarkozy en direction des Américains. Voilà, la France pourrait donc réintégrer la structure militaire de l'OTAN en 2009, mais Nicolas Sarkozy conditionne ce retour à l'avancée de l'Europe de la défense. Ce matin, George Bush a soutenu cette idée. Aux côtés de l'Allemagne, la France a pris toute sa place au milieu de ses alliés, et c'est certainement pas quand c'est difficile qu'on doit laisser tomber ses amis. En lançant cette invitation en commun avec Angela Merkel, j'ai parfaitement conscience que c'est un pas de plus. Laissons cheminer l'Europe de la défense et nous continuerons à cheminer vers l'OTAN. Je le redis, ce sont les deux en même temps, pas l'un
ou l'autre. Attendons le sommet. Et puis, déclaration plutôt incongrue de George Bush ce matin. Le président américain a comparé la récente visite de Nicolas Sarkozy aux États-Unis à la dernière incarnation d'Elvis Presley. C'est demain que le chef de l'État doit annoncer des économies budgétaires importantes. Au total, une centaine de mesures qui permettraient d'économiser entre 6 et 7 milliards d'euros. Un chiffre que le gouvernement ne confirme pas, de même qu'il récuse toute idée de rigueur. Thomas Donzel. 6 à 7 milliards, c'est la somme que l'État va devoir économiser. Le journal Le Monde l'annonce en une. Nicolas Sarkozy devrait le confirmer ce vendredi. Des coupes budgétaires alors que le déficit public dérape. En 2007, il atteint 2,7% du produit intérieur brut, alors que le gouvernement tablait sur 2,4%. Depuis le début de la semaine, François Fillon et ses ministres montent donc au créneau pour préparer les Français aux économies. Le gouvernement n'est pas au pain sec. Pas au pain sec. Il faut maîtriser la dépense publique, il faut relancer la croissance. C'est pas du pain sec, c'est un enjeu. L'autre enjeu, c'est aussi d'éviter le terme de rigueur. François Fillon préfère parler de gestion rigoureuse et sérieuse. Une gestion rigoureuse qui passe par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. En 2009, cela représenterait 35 000 suppressions d'emplois et 500 millions d'économies. Certains services comme les directions départementales de l'équipement seraient eux regroupés au niveau régional. Au-delà de la réorganisation de l'État, le gouvernement veut faire des économies sur ses dépenses dites d'intervention, les politiques du logement, de la santé, de la formation, de l'emploi. Dans tous ces domaines, il faudra réduire la voilure. Le gouvernement espère ainsi tenir son engagement d'équilibre des finances pour 2012. À 3 mois de la présidence française de l'Union européenne, il s'agit aussi de ne pas fâcher nos partenaires, lassés par les promesses toujours repoussées d'amélioration des comptes publics. Et vous pourrez suivre demain en direct sur notre antenne le discours de Nicolas Sarkozy à partir de 12h30. Les Français payent jusqu'à 20% plus cher un chariot moyen en fonction de là où ils achètent. C'est ce que révèle une enquête de l'UFC Que Choisir. En cause, le manque de concurrence entre les enseignes de la grande distribution qui accentue la hausse des prix. Pierre Montjoseph. Moins il y a de concurrence, plus le consommateur met la main à la poche. Le constat du UFC Que Choisir est sans appel. Sur 600 zones de chalandise étudiées, seuls un tiers sont en situation de concurrence. Pour les clients des autres hypermarchés, mieux vaut avoir le porte-monnaie bien garni. Un magasin Leclerc qui est tout seul dans son coin, il vend 9,30% plus cher que un autre magasin qui est en Gironde, mais qui est sur une zone où il a un concurrent. Et on a même des cas où ça peut aller jusqu'à 20% de différence. La faute à la loi Raffarin de 1996 qui limite les nouvelles implantations de surfaces commerciales et renforce de fait les monopoles locaux. Pour l'association de consommateurs, il faut imposer la concurrence là où il n'y en a pas, en obligeant par exemple les enseignes à céder des hypermarchés à d'autres groupes. La vraie réponse, c'est pas d'abandonner des magasins. La vraie réponse, c'est de permettre à des acteurs qui voudraient venir de le faire. Et s'il y a des projets nouveaux, il est tout à fait normal qu'il y ait des études de concurrence. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de recréer une économie administrée dans laquelle des organes publics expliqueraient quels sont les magasins qu'il faut garder ou pas. Libérer les installations de grandes surfaces pour renforcer la concurrence. Les consommateurs y gagneront peut-être en pouvoir d'achat. Les commerces de centre-ville, eux, risquent d'y perdre un peu plus de clients. 4000 taxis supplémentaires à Paris sur les 4 prochaines années. C'est l'objectif que se fixe Michèle Alliot-Marie. La ministre de l'Intérieur recevait les chauffeurs de taxi, à qui elle a également promis la création d'une voie spécifique pour relier l'aéroport de Roissy. Nouvelle journée de manifestation pour les lycéens qui ont défilé devant les grilles du Sénat. À Paris, 15 000 jeunes protestaient contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos, a condamné les exactions commises en marge de ces manifestations. Passer le baccalauréat par ordinateur, c'est peut-être l'examen du futur. Au Sénat, une mission planche sur la réforme du bac qui fête son bicentenaire cette année. Et parmi les idées, le cyberbac qui ferait gagner du temps et de l'argent. Hélène Manjardi. Pas très écolo le bac. Pour la session 2007, la Maison des examens a imprimé plus de 6 millions de copies, rien que pour l'Île-de-France. Mais l'atelier de reprographie pourrait devenir un vague souvenir d'ici quelques années. Passer son bac sur ordinateur, c'est encore une expérience, mais la Maison des examens espère bien généraliser cette technique.
On considère que c'est vraiment l'examen du futur parce qu'il mobilise un certain nombre de compétences informatiques, techniques qui sont nécessaires pour la vie professionnelle, qui sont connues, perçues par les élèves. Donc pour nous, c'est vraiment la voie de l'avenir. Remplir des questionnaires sur un ordinateur ou bien, solution alternative, scanner des copies. Le cyberbac ferait gagner du temps et de l'argent. D'année en année, le coût de l'impression et l'acheminement des copies ne cessent d'augmenter. Et pour les professeurs, plus besoin de se déplacer. Ils pourraient corriger les copies directement de chez eux. La mission de travail sur le bac du Sénat écoute avec attention ces propositions, avec une réserve tout de même. Il me semble que la pensée, quand elle est très élaborée, celle de une dissertation littéraire ou philosophique, s'exprime probablement encore mieux sur une feuille que sur un écran. Mais peut-être est-ce dû à un effet de génération. Dans tous les cas, le cyberbac, ce n'est pas pour tout de suite. Pour le ministère de l'Éducation nationale, le papier et le stylo ne sont pas encore obsolètes. Il faut encore équiper tous les établissements de suffisamment d'ordinateurs et de systèmes sécurisés pour éviter les fraudes. Mission réussie pour la TV Jules Verne, le cargo ravitailleur européen entièrement contrôlé par le Centre d'études spatiales de Toulouse s'est arrimé à la Station spatiale internationale. Ce succès est un pas important de la conquête de l'espace pour les Européens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et Jean-Louis Gombaud. Bien loin des polémiques olympiques, la nouvelle est restée discrète. La Chine est entrée sur la pointe des pieds dans le capital d'un des fleurons de l'industrie française, la société Total. Un tout petit pourcent seulement, mais qui en dit long sur la stratégie financière de l'Empire du Milieu. L'analyse tout de suite, elle est signée Jean-Louis Gombaud. Oui, on arrive. Voilà, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Alors, les Chinois, on connaît leur volonté de prendre à bras le corps l'économie mondiale. On sait ça passe normalement et de façon récurrente par des achats d'entreprises. On vient de le voir d'ailleurs, ils se sont attaqués aux parfums Marionneau. Maintenant, ils s'attaquent à l'essence de Total. Sauf qu'ils en ont acheté qu'1%. Alors c'est là qu'on comprend plus trop. 1%, ça sert à quoi? Ça a quelle signification? C'est une goutte d'eau. Ouais. C'est 1% minimum, parce que les statuts Total disent que dès que vous franchissez le seuil de 1% du capital total, vous devez vous déclarer. Mais on ne sait pas si c'est plus. Alors pourquoi est-ce qu'il rentre à l'intérieur de Total? Je pense que il y a deux hypothèses. Première hypothèse, il s'agit d'un placement tout simplement, d'une volonté de participer à récolter une partie des profits de Total. C'est que Total, c'est la première capitalisation boursière de Paris, c'est le premier bénéfice dans Paris. Donc à partir de là, il y a une stratégie de rentier, tout simplement. Voilà. Deuxième hypothèse, plus compliqué quand même pour Total. Est-ce que ces gens-là viennent simplement comme sleeping partner, s'asseoir, prendre leurs bénéfices chaque année et tout simplement rester là? Ça paraît quand même un peu bizarre. Parce que 1%, c'est quand même gagne petit pour un sleeping partner. Exact, surtout pour un fonds, parce que l'identité du fonds souverain qui a investi à l'intérieur de Total n'a pas été donnée. Mais on sait que la China Corporation fait 200 milliards de dollars de fonds de capitaux. Et ils vont vers 1000 milliards de dollars de capitaux. À peu près, la capitalisation de Total, c'est à peu près 180 milliards de dollars. Vous faites un peu le rapprochement. Bon, là, on est quand même dans la science-fiction, si vous voulez. Mais on ne peut pas exclure l'hypothèse que ce fonds veuille monter à l'intérieur de l'entreprise Total, mais pour l'instant, on est à 1%, peut-être un peu plus. D'accord, alors bon, on en parle surtout parce que c'est Total, c'est vrai que c'est assez frappant, mais est-ce que dans le monde, dans la réalité, ils ont déjà acheté beaucoup d'entreprises, est-ce qu'ils sont déjà dans les capitaux de beaucoup d'entreprises? Alors, la réalité, c'est que c'est surtout dans les matières premières, parce que la Chine est un pays qui est pauvre en matières premières, la Chine consomme de plus en plus de matières premières, notamment de pétrole. En 2015, on dit que la Chine sera la première puissance économique du monde et qu'elle importera au moins 10 à 15% du pétrole du monde. Donc on voit déjà la Chine investir dans des compagnies minières, investir dans des compagnies pétrolières, passer des accords avec l'Afrique de plus en plus pour essayer de sécuriser ses approvisionnements en matières premières. L'année dernière, la Chine avait même lancé une OPA contre un pétrolier américain. Le Congrès des États-Unis avait bricolé à la va-vite une loi pour interdire cette OPA. C'est dire que les Chinois ont des ambitions. En prenant 1% de Total, on peut dire que quelque part, la Chine a pris 1 milliard de barils
de réserves de pétrole, puisque, grosso modo, Total est à la tête de 10 milliards de réserves de barils de pétrole. Dernière question, très rapidement. Combien d'entreprises en France sont sous la menace d'une OPA, sont OPAbles? Alors, déjà, 50% du CAC 40 est propriété de capitaux étrangers, 55% pour Total. Généralement, les entreprises du CAC 40 qui sont sous propriété étrangère, c'est surtout des Européens, et un peu des Américains et un petit peu des Anglais. Il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de capitaux arabes. Ce qui veut dire que, vu la richesse de ces gens, il est normal que dans l'avenir, dans des sociétés comme Total ou autres, ces gens-là s'introduisent à l'intérieur du CAC 40 et prennent une place plus conséquente, ce qui est quand même bon pour la hausse du CAC. Merci beaucoup Jean-Louis. On va maintenant parler du service à la personne, ce qui se développe énormément, ça devient une grosse économie. On va détailler ça. L'exemple de l'usine Lorraine de Gandrange en est peut-être le dernier exemple. Une industrie française qui ne va pas bien et du coup, les services se taillent la part du lion dans la création des richesses du pays. Une révolution silencieuse sur laquelle s'est penché le sénateur des Yvelines Alain Gournac. À ses côtés, Marie-Béatrice Levaux. Elle préside la Fédération des particuliers employeurs, la France des services. C'est tout de suite dans Bouge la France. Et bonsoir à tous les deux. J'avais une première question, Alain Gournac. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs qu'à vous deux, mais est-ce que vous pensez que c'est ce qui caractérise le début de ce siècle, c'est qu'on est passé vraiment à une société de services? Ça, je pense que oui. Aujourd'hui, plus de 74% des emplois de l'économie sont dans le domaine du service. C'est-à-dire que les sociétés restent dans leur cœur de cible. Et ils délèguent absolument tout autour. Ouais, et il y a aussi le service à la personne qui se développe d'une façon très importante. Alors ça, Marie-Béatrice Levaux, vous allez nous en parler. Oui. C'est vrai que vous avez suivi les chiffres, c'est impressionnant hein, cette progression. Un chiffre intéressant, c'est 1980, 510 000 particuliers employeurs, 2008, 3 300 000. Ah oui. Donc ça, je dirais, c'est déjà un point très important. 1 600 000 salariés et à peu près 8,3 milliards de masse salariale versée par an par les particuliers qui emploient directement à leur domicile. Ça veut dire que les Français, en fait, utilisent de plus en plus de gens à domicile ou pas pour les aider dans des tâches qu'ils ne veulent pas faire ou qu'ils ne veulent pas faire ou qu'ils n'ont pas le temps de faire ou qu'ils ne peuvent pas faire. Je dirais qu'on est aujourd'hui sur 3 enjeux majeurs. La natalité, les enjeux de la petite enfance, la dépendance, les enjeux du domicile et de la personne âgée qui souhaite rester le plus longtemps chez elle. C'est ce qu'on appelle maintenant le 5e risque. C'est ce qu'on peut appeler le 5e risque. Et puis, bien sûr, tous les enjeux, je dirais, des couples biactifs, c'est-à-dire d'être accompagnés à leur domicile. On est bien sur des besoins fondamentaux de la société. Et donc là, on est rentré vraiment dans les besoins fondamentaux de la société et comment on y répond à son domicile au quotidien. Le postulat quand même de la mise en place du service est assez amusant. En fait, les Français travaillent beaucoup plus pour pouvoir se payer des services qu'ils ne peuvent plus faire. Oui. Ça irait pas plus vite qu'ils le fassent eux-mêmes? Non, parce que je pense qu'effectivement, ils veulent aussi avoir des libertés. Et la plupart du temps, comme on vient de l'entendre, la femme travaille, l'homme travaille. Et donc, il faudra bien garder les enfants, et puis la grand-mère, et puis faire les travaux ménagers que la femme ne peut plus réaliser chez elle. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans cette société où on a une évolution globale. On était dans la société agricole, on est passé dans la société industrielle, et maintenant on est totalement dans la société de services. Et c'est un paramètre important, j'imagine, pour la lutte contre le chômage. Tout à fait. Oui, parce que ça joue beaucoup, ça. Alors, ça a un impact réel. Alors, ça a un impact très très fort sur l'emploi, et en particulier sur quelque chose qui m'intéresse, qui s'appelle le travail partagé, parce que très sincèrement, je pense que, vous avez, mettons, une entreprise qui a besoin de quelqu'un pendant une demi-journée, puis une autre pendant une journée, et je crois beaucoup au développement du travail partagé, comme je crois beaucoup au développement du service en général. C'est-à-dire, par exemple, je suis en train de mettre sur pied, d'un côté, des étudiants qui souhaitent gagner de l'argent pour leurs études et la nuit d'être garde personnes âgées ou garde malades. Alors on les prépare à ça. Et ça, si vous voulez, vous voyez, il y a un besoin. Et puis de l'autre côté, il y a une offre d'emploi. Quelle est la population justement dans les emplois de service à domicile qui travaille? Je crois qu'on a, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a les particuliers employeurs. Donc on en parle très peu parce qu'on parle des secteurs des services à la personne. Ça, c'est vous. Et 80% sont des particuliers qui assument un rôle d'employeur à leur domicile. Donc ça, c'est très important parce que dans cette société, finalement, on crée une deuxième richesse. Vous parliez tout à l'heure de ce travail qu'on ne fait plus à la maison parce qu'on travaille. Donc il faut savoir que le taux de natalité en France est un des plus importants
au niveau européen. Là où les femmes travaillent le plus, et finalement, elles font aussi des enfants. Et on a, je dirais, un travail gratuit qui existait il y a 50 ans, parce que la femme restait à la maison et assumait gratuitement un certain rôle social, qui aujourd'hui est transféré dans l'économie, puisque quand on crée un emploi, il faut savoir que les particuliers employeurs ont créé 17% des emplois nets en France l'année dernière. Donc c'est énorme. Oui. Et je dirais, et qui touche principalement les femmes. Et qui touche principalement les femmes. C'est quoi la proportion? 80% à peu près? Facilement. Ce qui est beaucoup. Sachant qu'on a une vraie progression des hommes sur ce métier, parce qu'on a des vrais besoins d'activité masculine, mais je dirais si on veut encore se permettre d'avoir ce type de distinction. Les personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'ils font à domicile? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font le ménage, pareil, ou est-ce qu'il y a d'autres... Tout à fait. Il y a les activités ménagères qui sont en train de progresser du côté, on va dire, des hommes. On a toutes les activités auprès des personnes handicapées, auprès de la grande dépendance. On a véritablement besoin d'hommes parce que les personnes souhaitent des hommes. Et donc ça évolue. Alors c'est vrai qu'on reste dans une proportion très importante de travail féminin, qu'on reste dans une proportion très importante de première activité, de premier pas vers la reprise du travail pour des populations qui sont maintenant exclues du monde industriel. Et c'est vrai que ce monde du service et le domicile... Ce que vous voulez dire, c'est que s'ils ne faisaient pas ça, s'il n'y avait pas la possibilité de faire ça, ce serait le chômage, quoi. Je pense qu'ils ne pourraient pas... c'est une période intermédiaire entre différents types d'évolution professionnelle. Mais Alain Gournac, il y a quand même un paramètre qu'on doit mesurer, c'est que ce qui est proposé, c'est quand même une forme d'emploi alternative, précaire, on peut l'appeler de différentes façons. Je ne pense pas, parce que la société a évolué, je ne le pense pas, sincèrement. La société a évolué, il y a de nouveaux besoins. Moi, j'ai étudié ça au Japon. C'est compliqué de travailler à temps complet dans ce système. Mais je pense que il y a des gens qui veulent pas travailler à temps complet. C'est idéal, justement dans ce domaine. C'est juste qu'on essaie de comprendre. Est-ce que cette précarité, enfin on va appeler ça de la précarité quand même, ou de la distribution de travail à temps partiel, est-ce qu'elle est compensée par des salaires qui sont quand même plus importants? Alors, il y a bien sûr à faire évoluer les choses. Il y a une organisation à mettre en place. Mais globalement, je pense que pour un retour à l'emploi, c'est quelque chose de formidable. Pour essayer justement de se restructurer, de repartir, c'est certainement un domaine qui est tout à fait remarquable. La seule preuve, c'est qu'il est en plein essor. S'il n'était pas en plein essor, c'est qu'il n'y avait pas de besoin. Mais moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas bien payé, c'est vrai. Je suis bien placé puisque je suis administrateur du chèque emploi-service, donc je sais très bien comment les choses se passent. Mais ça se construit, ça s'organise et les choses vont évoluer. Il y a un besoin, donc les choses vont évoluer. Et moi, je ne pense plus que nous sommes dans la période précaire de ces emplois. J'en ne pourrais plus le mot. Les particuliers employeurs, est-ce que maintenant ils ont compris que c'était plus intéressant pour eux d'employer officiellement tous ces gens que de la façon dont ils le faisaient avant, c'est-à-dire au noir? Écoutez, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire 50% d'augmentation en 10 ans. Oui, mais peut-être que le travail au noir a augmenté dans les mêmes proportions. Non, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment passé d'une situation où il y a une sortie du travail non déclaré pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y a une prise de conscience. Comme vous le dites très bien, il y a une maturité du secteur qui est en place. Il y a des conventions collectives, il y a des négociations salariales tous les ans. Il y a une véritable, je dirais, négociation sociale dans ce secteur. Et on est en train d'évoluer. Et il y a la prise de conscience qu'on peut professionnaliser ces métiers qui sont valorisés. Et moi, je suis vraiment pas d'accord pour dire qu'aujourd'hui on est dans la précarité. Il y a encore des situations difficiles. Mais le principe de cet emploi, c'est qu'il peut pas être à plein temps. Parce que les familles n'ont pratiquement pas de besoin à plein temps. Par contre, le salarié est en capacité de créer son activité multi-employeur. C'est-à-dire qu'il va créer son emploi choisi en ayant plusieurs employeurs sur un environnement géographique souvent très très court, parce que le besoin est partout. Et donc finalement, c'est un emploi non délocalisable. Et c'est bien le salarié qui est maître du jeu du nombre d'heures. Comme s'il gérait sa propre entreprise avec lui-même. Et on a vraiment des salariés qui ont... Nous, on a une moyenne d'ancienneté de 13 ans. Donc c'est pas du tout un emploi où on arrive, on repart très vite. Il y a une moyenne d'ancienneté de 13 ans et on a des salariés qui ont véritablement créé une activité autonome et indépendante. Comment va se développer d'une manière générale le service là? Comment vous voyez ça? On a vu les chiffres spectaculaires, là ça concerne le service à domicile, mais le service en général, vous voyez ça comment? Moi je vois un essor. C'est un début.
dans certains domaines. Ouais. Ça va être une explosion pour moi. Oui, parce qu'on parle des particuliers, il y a les banques, il y a Oui, mais il y a les banques. Moi, je suis allé voir ça à Dublin. Eh bien, quand vous téléphonez de Paris, vous pensez que vous êtes à votre banque. Non, vous êtes à Dublin parce que il y a des plateaux entiers de personnes qui vous répondent au téléphone de service. C'est un développement total et je pense que c'est une direction qui ne bougera pas. Je rentre du Japon où j'ai vu aussi, alors là, au Japon, il y a énormément de petits métiers. À l'hôtel, on appuie sur le bouton de l'ascenseur, ainsi de suite. Mais je reste persuadé que la société française va arriver dans ce développement, car il y a un besoin immense. Et ça aura un impact évidemment sur l'économie, non négligeable, vous pensez? Oui. Alors, je pense que c'est une nouvelle approche du travail. Donc, On est en retard, on est en avance par rapport. Vous avez cité l'Irlande, le Japon, etc. Non, l'Irlande a sauvé le pays a été sauvé par la société de services en Irlande. Donc, si vous voulez, ils ont vite compris la chose. Et la France est en train de bien se positionner. Et je dirais peut-être pour des métiers plus sérieux, car j'ai vu à l'étranger que on employait un peu les gens et pas toujours sur et en direction de travaux sérieux. La France, ça se construit. Alors bien sûr, comme d'habitude, les syndicats ont oublié de s'apercevoir que la société évoluait. Il faut qu'ils se positionnent parce qu'il va falloir aussi. C'est une nouvelle façon de travailler. Mais voilà, et il faut absolument que maintenant. Alors il y a des conventions collectives qui se font, en particulier dans le domaine de l'aide à domicile. Moi-même, je suis président d'un syndicat pour des personnes qui sont en difficulté. J'ai 76 lits, je gère 76 lits. Ça, c'est un vrai métier. Là, vous pouvez pas dire que c'est quelqu'un dire je vais faire ça. Il faut être professionnel. Dernière question, Marie-Béatrice Levaux. Le domaine où on peut progresser, peut-être, c'est la formation. Les enjeux. Je dirais, on a fait beaucoup de choses. Je dirais aujourd'hui, nous formons près de 12 000 salariés par an sur ce secteur. Plus, je dirais, 6 000 à 7 000 demandeurs d'emploi qui sont qualifiés, professionnalisés avant de rentrer dans le premier emploi. Donc c'est à la fois un environnement qui s'est énormément structuré et professionnalisé, il est peu identifié, il est mal connu et il reste mal identifié par les pouvoirs publics. Ça, c'est évident aujourd'hui. Je crois que tant qu'on n'aura pas une inscription législative de la personne physique employeur, qui est le particulier employeur, à côté des personnes morales employeurs... Renforcer son statut, quoi. On n'arrivera pas à dérouler, je dirais, un développement massif de la professionnalisation. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Parmi les emplois de services à domicile, il y a aussi surveiller les animaux justement qui sont parfois abandonnés par leurs propriétaires. Et bon, on va en parler tout de suite de ces animaux, les animaux célèbres. Les animaux célèbres, c'est Martin Monestier qui va tout nous raconter. Somme que ce dernier ouvrage de Martin Monestier, une encyclopédie même, celle des animaux célèbres, 1000 animaux, 1000 anecdotes, et parmi elles, ces anecdotes de ces bestioles qui ont accompagné les parcours d'hommes et de femmes politiques. C'est insolite et c'est passionnant. Martin Monestier et ses animaux célèbres, ils sont tous ce soir sur le plateau et avec Pierre Slay. Voilà, et ces animaux célèbres, moi j'aime, bonsoir Martin, bonsoir. Moi j'aime bien votre phrase, tous les animaux ont un comportement décent, hormis les hommes. C'est vrai qu'ils sont extravagants, et il y en a, et c'est ce qui va nous intéresser principalement ce soir, il y en a qui font de la politique, ou qui ont participé justement à la politique. Je commence juste par nos présidents. C'est vrai que c'est une constante de la Ve République en particulier. Mais ça remonte bien avant. N'oubliez pas que déjà au IIIe siècle et au 8e siècle, deux pays, par exemple, comme la Norvège et le Danemark, ont eu des souverains qui étaient des chiens. Alors, dans un cas, c'est parce que le fils qui allait sur la reconquête du Danemark après que son père ait été déchu et exécuté, a imposé le chien comme roi pour se venger de la population. Mais ça n'empêche que le chien régnait et qu'il y avait des faux conseils de ministres avec le chien, et selon son attitude, ses aboiements, ses gémissements, sa façon de se lécher, les chambellans devaient s'incliner, exécuter les ordres que, paraît-il, le chien laissait deviner. Et alors ça a perduré finalement, parce que si on le retrouve encore, bon, je parlais de la Ve République parce qu'on essaie de se rapprocher de ce qu'on a connu, c'est qu'on n'a pas coupé les liens finalement complètement avec ce que vous racontez. Non, pas du tout. Si on prend par exemple simplement l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, par exemple. Alors, vous avez en ce moment, par exemple, au Kentucky, un chien qui a été élu maire.
qui est maire aujourd'hui encore. Vous avez une petite ville. Oui, une petite ville. Mais ça n'empêche, chez lui, le premier des magistrats. Oui. Alors, les conseillers municipaux ont la responsabilité quelque part, mais enfin, le chien a été élu. Vous avez au Texas une chèvre qui est maire. Vous avez en Nouvelle-Zélande, alors en Nouvelle-Zélande... ça, c'est de la provocation. Évidemment. Oui. Évidemment. Mais qu'est-ce que vous savez, la grande panique, en définitive, des hommes, c'est que les animaux prennent le pouvoir. Par exemple, le livre de Pierre Boulle, La planète des singes, les singes prennent le pouvoir. Le livre de Orwell, Les animaux de la ferme, les animaux prennent le pouvoir. Ou les mouches de Jacques Pitts, les divisions de mouches qui élimine l'espèce humaine. C'est un vieux fantasme. C'est un vieux fantasme. Donc, qu'est-ce que font la population qui en veut à ses représentants? Je parle dans les démocraties, hein, qui en veut ça. Qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, ils essayent de leur donner un concurrent qui les humilie. Et le concurrent qui les humilie, c'est l'animal. Mais c'est arrivé récemment, j'ai vu dans votre livre à Marseille, il y a un chien qui s'est présenté au municipal en 2001. En 2001, oui, un chien qui s'appelle Saucisse, s'appelait Saucisse oui, parce que c'était super classe. C'était un basset, donc il appelait Saucisse, peut-être même Saucisse transgénique, c'est tout. Et donc il a fait 4% quand même dans sa circonscription. Et le maître, c'est 4% de gens qui veulent se foutre des politiques, voilà, et de l'appareil politique. Voilà. Alors le propriétaire qui passait complètement au second, c'était son poulain, Saucisse, a dit je vais l'inscrire comme candidat à la présidence. Mais il n'a pas réussi à avoir les 500 signatures. Mais il en a eu un nombre considérable. Il y a quelque chose de 300 ou quelque chose de signatures. Donc je veux dire, c'est là. Mais vous avez des animaux qui réussissent leur coup. C'est-à-dire? Eh ben, qui gagnent les élections. Ça arrive où? Eh ben, c'est arrivé à Sao Paulo, en 58, par exemple. Le rhinocéros, dont le programme était lutte contre la corruption, a été élu. Il a fallu que l'équivalent du Conseil constitutionnel brésilien, parce que c'est arrangé un peu autrement, et les administrations politiques sont arrangées un peu autrement, invalide toute la consultation, parce que le rhinocéros avait gagné. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu aussi un candidat qui s'est présenté à la présidence aussi. C'était un quoi? C'était le Parti de la jeunesse. Et donc c'était les rêves de la jeunesse, etc. Il a fait un score, qui était pas négligeable. Je voudrais revenir à nos présidents. J'allais dire que Nicolas Sarkozy, c'est peut-être le premier de la Ve République qui laisse pas trop apparaître son amour pour les animaux. Je ne sais même pas s'il possède cet amour. Quand il était jeune. Est-ce que c'est une rupture par rapport aux autres? Non, c'est pas une rupture. D'abord, il y a une indiscrétion m'a expliqué qu'il y avait un lapin qui s'appelait Pimpin à l'Élysée. Alors là actuellement. Oui, ça serait le lapin du plus jeune des fils. Hein. D'accord. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Je crois que c'est vrai compte tenu de la source. Cela dit, quand il était jeune, de la même source, qui était un membre de sa famille, il paraîtrait qu'il était fou d'amour vraiment des deux boxers de sa mère. J'ai pas réussi à savoir les noms, la personne avait oublié, mais c'est quelqu'un de la famille, donc c'est crédible. D'accord, donc Nicolas Sarkozy aime les animaux, mais il le montre pas trop pour l'instant, enfin on le voit pas. Voilà, il aime en ce moment, il est plutôt sur les biches, Ouais. D'accord, alors aux États-Unis, il y a aussi des présidents, Warren Harding, qui lui avait un chien aussi qui assistait aux réunions de son cabinet. Ah ben, de toute façon, aux États-Unis, l'animal est devenu un des attributs fondamentale de l'image que les présidents cherchent à donner auprès du public américain. Il n'y a pas un président qui n'ait pas utilisé ces animaux pour la construction de son image ou au contraire pour remonter dans les sondages. Il y en a un qui, alors je sais plus quel président, son chien avait mordu l'ambassadeur de France. Quand il était venu, et il y a une belle histoire également avec Theodore Roosevelt. Alors lui, on l'a envoyé à une chasse pour tuer un ours et il l'a pas fait. Ça a engendré le nom justement des teddy bears. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'ours, il avait que 5 heures pour tirer son ours, d'un grand chasseur, et ses collaborateurs ont voulu lui faire plaisir, ils ont dit il faut absolument trouver un ours, etc. Et les organisateurs, c'était en Moldavie ou quelque chose comme ça, ont dit écoutez, on n'a pas d'ours, mais on a un ourson. Alors ils ont dit attachez l'ourson à un arbre, cachez bien la chaîne, on le fera tirer de loin. Mais le président Roosevelt n'était pas un imbécile, il a bien vu que c'était un ourson, il a bien vu qu'il était attaché, et bien sûr il n'a pas fait feu. Les journalistes qui l'accompagnaient ont raconté l'histoire,
Et c'est pour ça, parce que le surnom de Roosevelt était Teddy. C'est pour ça que les ours, pendant presque un siècle, se sont appelés Teddy. Les Teddy en hommage à Roosevelt. Parce qu'il y a un boulanger très astucieux a dit il faut fabriquer des ours et les appeler Teddy. Et effectivement, il a fait fortune. Alors, en fabriquant des ours. Il y a des présidents, il y a des souverains qui adorent les animaux, il y en a d'autres qui les détestent. Louis XVI, j'ai appris qu'il avait horreur des chiens. Oui, il a même tué à coups de canne un chien, ce qui est absolument... ce qui est bête. Ou Louis XI, faire des léchouilles en plus. Ou Louis XI qui a fait réquisitionner tous les oiseaux jacasseurs de Paris, parce que le peuple parisien avait appris à leurs animaux parleurs, c'est-à-dire les perroquets, les geais, les ménates, les corbeaux, avait appris le nom de sa maîtresse parisienne et surtout à répéter le mot de la ville de Péronne où le roi de France avait été humilié par le duc de Bourgogne. Donc il a fait ramasser tous les animaux jacasseurs de Paris. Il fallait qu'ils aillent à une porte les porter avec le nom du propriétaire et il les a tous fait étrangler. Alors, il y a aussi, dites-nous le point commun entre Médor, Mirza, duc, marquis. Alors là, justement, c'est des noms propres et qui étaient des noms musulmans à l'époque des croisades. Les deux premiers, hein. Tous. Médor. Oui, Médor, Mirza, quel autre vous Après, avez... non, après, je vais passer à une autre période, c'est duc et marquis. C'était sous la Révolution française. Mais il y en a encore quelques-uns. C'est la même démarche, C'était parce que il fallait... Fédor. Voilà. Il fallait humilier le Mahométan. Retour des croisades, il fallait humilier le Mahométan. Donc on donnait les noms de ces gens à des animaux domestiques. Et duc et marquis, c'est sous la Révolution. La même chose, mais sous la Révolution. Il a fallu faire la même chose. Il y a des animaux célèbres, parce qu'il n'y a pas que des animaux qui font de la politique. Il y a des animaux célèbres qui n'ont jamais existé dans votre livre. Le dahu, le yéti. Alors le yéti, il y a une grande discussion. Existe-t-il, existe pas? Existe-t-il, oui ou non? Les soviétiques et les japonais ont engagé des sommes faramineuses dans des expéditions absolument colossales pour essayer de savoir le fin mot. Le fin mot de l'histoire. Rien n'a été en fait définitif. Si on regarde bien. Alors il y a des moulages, de pieds, il y a des centaines de témoignages de gens qui disent on l'a vu, on l'a pas vu, c'est vrai. C'est comme le monstre du Loch Ness, quoi. Non, c'est plus, ça tend plus vers quelque chose parce qu'il y a quand même, il y a trop de témoignages et il y a surtout des traces. On saura peut-être un jour, mais pour l'instant, et puis il est peut-être mort de toute façon. Oui, oui, peut-être. Bon, je veux pas m'avancer. Alors, on termine avec les animaux qui ont fait les grandes premières. Alors les animaux qui ont fait des grandes premières, vous avez les noms m'échappent un peu parce que j'ai 3000 noms dans le livre, hein, mais vous avez la première vache qui a gagné une course sur patin roulette qui s'appelait Michieva ou quelque chose comme ça. Vous avez le chien Poeco. Alors Poeco, c'est le premier chien qui a eu un dentier complet. Alors le soir, le maître lui retirait son dentier pour aller dormir, et le matin, le chien, avec le palais, arrivait, lui tendait le dentier pour qu'il lui replace son dentier. C'était le premier chien qui a eu des soins dentaires de cette nature, hein, complet. Vous avez qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un poisson rouge qui a vécu 43 ans et à sa mort, son propriétaire s'est suicidé. Ah oui, d'accord. Vous avez... en pleine forme morale. Oui. Vous avez la première vache qui a pris l'avion, 1923, je vous l'ai pas dit, ça? Non. Alors la première vache qui a monté l'avion, qui est montée dans un avion, et la ville où ça se passait, par la porte de l'avion, on a balancé sur la foule du lait, des packages de lait, en disant que c'était de lait de l'espace, etc. Enfin, du lait céleste. Très bien. Merci beaucoup Martin Monestier. Je vous rappelle les animaux célèbres. Il y a franchement beaucoup d'anecdotes, hein, comme toujours d'ailleurs dans vos livres. Je peux dire encore un mot? Allez vite. Il y a eu une élection aux États-Unis où un cochon s'est présenté, en France aussi, en 1910, hein. Il y a eu un cochon qui s'appelait Shonock, qui a fait un score formidable. Mais aux États-Unis, il y a eu un cochon qui s'est présenté, qui a défilé dans New York avec
tous ses adjoints, c'est-à-dire il y avait 150 cochons qui défilaient derrière lui, plus les humains qui faisaient partie de l'équipe, et sous les applaudissements de tous les New-Yorkais, et ça a fini sur un immense tas d'ordures qui avait été spécialement constitué pour leur détente, près de l'Houston River, et ça a été une joie formidable, et pour les candidats qui ont été tous battus, et pour ceux qui l'avaient organisé. Très bien. Merci beaucoup, Martin. Je vous laisse pour que vous me fassiez une dédicace. Merci bien. On va retourner maintenant à Denis Jambard. On va revenir à des choses un petit peu plus sérieuses avec Denis Jambard, qui lui aussi adore les animaux. Oui, avec des mots pour le dire, des mots pas si faciles parfois en politique. Si les mots ont un sens, écoutons-les très attentivement. À gauche ou à droite, les interprétations et les intonations varient et Denis Jambard a donc prêté l'oreille avec l'attention qui le caractérise. Le fruit de ses réflexions auditives, c'est tout de suite dans Bouge la France. Bonsoir Denis. Bonsoir Pierre. Alors c'est vrai que bon, c'est compliqué après les animaux, mais on va essayer de redevenir sérieux. Demain, le gouvernement, les animaux malades de la politique. Le gouvernement va annoncer des mesures d'économie pour 2009. Donc le chiffre c'est 5 milliards. Maintenant on le connaît. Et la gauche fait son boulot d'opposition. Elle renouvelle ses accusations, brandit la menace d'un plan de rigueur. On a aussi l'impression qu'on joue aussi sur les mots, parce que économie, rigueur, où est la différence? Rigueur, finalement, est-ce que c'est un gros mot? C'est devenu un gros mot dans le débat politique, puisque aucun gouvernement, désormais, depuis longtemps d'ailleurs, ne veut assumer ce mot de rigueur. C'est comme si on se mettait en danger dès lors qu'on accepte l'idée de la rigueur. Et d'ailleurs, moi je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens, parce que ça fait bien une trentaine d'années depuis que la France est entrée dans le déficit budgétaire et a commencé à faire grossir sa dette, qu'on va de plan de rigueur en plan de rigueur, et on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, d'ailleurs, la rigueur, sinon qu'on est dans la rigueur permanente. Oui, voilà. C'est normal qu'un gouvernement fasse preuve de rigueur. Normalement, comme toute personne qui gère un budget, on essaie de le faire sérieusement. Le problème, c'est que finalement, quand vous regardez le bilan français depuis 1974, qui est le moment où le déficit budgétaire commence en France, de 74 à aujourd'hui, il y a eu une seule année où il n'y a pas eu de déficit budgétaire, c'est en 1980, gouvernement Raymond Barre. Sinon, le déficit n'a jamais cessé de se creuser. Donc, en vérité, il n'y a jamais eu de rigueur dans ce pays. On n'a jamais vécu dans la rigueur. Mais on se jette des plans de rigueur. Parce que comme il n'y a pas de rigueur, on sombre dans la difficulté. Et au lieu de parler de rigueur, on devrait essayer de parler de bonne gestion depuis maintenant 30 ans. Bonne gestion qui, en fait, n'existe pas. Et donc on est dans un débat politicien qui fait pas avancer, à mon avis, la démocratie, qui ne participe pas à la pédagogie des Français nécessaire pour essayer de régler les problèmes de la France. Et puis un plan de rigueur, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que un plan, ça veut dire que c'est limité. En réalité, on a besoin de bonne gestion dans la durée. Et ce pays doit faire face à ses déficits et donc à des restructurations qui vont prendre du temps et qui vont pas se régler dans un plan de rigueur de 6 mois, de 8 mois ou d'1 an. Alors l'autre accusation que l'on entend depuis 3 jours de la part de la gauche, c'est l'atlantisme du gouvernement. Évidemment, c'est lié à l'envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan. Dérive atlantiste. Et bon, c'est vrai que l'atlantisme, ce sont des mots qui datent et pour cause du général de Gaulle, quoi. Oui, d'ailleurs, on est à front renversé, puisque au fond, le général de Gaulle incarnait le refus de la dérive atlantiste. Et donc aujourd'hui, ce sont les socialistes qui, d'une certaine manière, rallient le camp gaulliste pour accuser Nicolas Sarkozy de dérive atlantiste. Alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy, qui en est pas une provocation près, adore les États-Unis d'abord, ce qui n'est pas interdit, mais naturellement dans ce pays où on cultive volontiers l'anti-américanisme, tout de suite on est accusé de dérive atlantiste, et c'est aussi une facilité, et c'est une manière quand même de regarder la situation mondiale avec des lunettes des années 60. Et d'ailleurs, c'était assez amusant, parce que dérive atlantiste mardi, parce qu'on envoie des troupes en Afghanistan, quelle est quand même la question en Afghanistan? C'est qu'on est intervenu dans un pays qui était tenu par les talibans, des islamistes radicaux, et qui alimentait un foyer de terrorisme international. Donc l'intérêt, un traitement de la femme, n'en parlons pas. Les pays occidentaux sont intervenus pour chasser ce régime. Faut pas oublier que le gouvernement Jospin, en accord avec Jacques Chirac,
a soutenu l'installation de troupes françaises en Afghanistan. À ce moment-là, personne n'a parlé de dérive atlantiste. Le travail n'est pas terminé. Alors il faut s'en aller, accepter que ce pays retombe dans un Moyen-Âge effrayant, où est-ce qu'il faut accompagner la naissance d'un État de droit, d'un vrai pays qui pourra assurer lui-même sa sécurité, aller au bout de l'expression des libertés, que les enfants aillent complètement à l'école, ce qui est en cours, et que par ailleurs on essaie de nettoyer cette poche de terrorisme effroyable. C'est pas une question d'atlantisme. Et alors le paradoxe, c'est au moment où on accuse Nicolas Sarkozy d'atlantisme, 2 jours plus tard, au sommet de l'OTAN, il s'oppose à George Bush, allié avec Angela Merkel, pour que la Géorgie et l'Ukraine ne rentrent pas dans l'OTAN. Donc plus de dérive atlantiste. Donc ça veut dire que ça n'a plus beaucoup de sens, ces mots-là. Ça veut dire qu'en gros, la gauche, elle doit nécésairement, bien évidemment, continuer à faire son travail d'opposition, mais doit changer de langage, doit changer de terminologie. C'est absolument nécessaire qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur l'installation de nouvelles forces en Afghanistan. Ça me paraît absolument nécessaire. Il faut remettre du débat au Parlement et on peut échanger des arguments là-dessus. Mais on a des débats qui n'ont rien à voir avec la réalité, et à mon avis, là aussi, ça éloigne les Français de la réalité du monde politique, parce qu'ils comprennent bien que tout ça, ça n'a rien à voir avec les faits. C'est un peu figé. Voilà, c'est figé. Merci beaucoup, Denis. On va maintenant évoquer un rapport qui est sorti de la Miviludes sur les sectes. Au départ, on parlait des sectes, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus large que ça. Un nouveau rapport donc sur les sectes, ou plus exactement sur les dérives sectaires. Après les polémiques récentes, de nouvelles formes de soumission sectaire semblent apparaître. Parmi elles, les faux souvenirs induits, distillés habilement dans les esprits faibles par des gourous peu fréquentables. C'est le débat de Bouge la France avec notre partenaire le Figaro.fr. Sur le plateau de Pierre Sleb, le député Alain Geste, fin connaisseur du monde des sectes, et Claude Delpech, présidente de l'association Alerte Faux Souvenirs Induits. Oui, alors le faux souvenir induit, c'est d'abord bonsoir à tous les deux. C'est une manipulation mentale qui persuade une personne qu'elle a vécu en fait une situation fictive. Alors en général, c'est des incestes, des viols, etc. Mais la personne finalement est persuadée qu'elle a vraiment vécu ça, ce qui est complètement faux. Et vous connaissez bien ce problème, Claude Delpech, puisqu'on l'a dit, vous représentez justement des gens qui ont été frappés justement de cela. Mais avant cela, juste pour recadrer un petit peu le débat, parce qu'on était parti sur les sectes, on s'aperçoit que le rapport de la Miviludes dépasse largement ça, parce que là, c'est pas seulement un problème qui concerne les sectes. Non, bien sûr, mais enfin, c'est une dérive sectaire. Et le rapport qui a été publié et présenté aujourd'hui reprend un certain nombre de points qu'au Conseil d'orientation nous avons souhaité. C'est-à-dire, d'une part, faire le point sur les différentes dérives et leur application juridique, faire des rappels sur la jurisprudence existante et sur le droit existant. Deuxièmement, illustrer le lobbying qu'il peut y avoir aussi au niveau international par les mouvements sectaires les plus importants. D'où la nécessité d'avoir la France, voilà, la France représentée aujourd'hui par la Miviludes, cette structure donc qui a été un peu contestée et qui est aujourd'hui, me semble-t-il, plutôt renforcée. Et puis un certain nombre d'exemples de ce qui peut se passer dans les entreprises, de dérives liées à les entreprises. Vous faites allusion au coaching, par exemple. Coaching, par exemple, oui. Il y a aussi des problèmes dans la formation professionnelle. Et puis, par ailleurs, aussi d'autres exemples de ce que l'on peut découvrir à travers, par exemple, une profession qui n'est pas réglementée malheureusement à ce jour, la profession de psychothérapeute qui permet à des tas de gens de s'implanter. Et parmi les dérives que l'on constate, il y a effectivement celui qui tient beaucoup à cœur de madame. Ce faux souvenir induit, c'est récent ça? Parce que bon, on n'avait jamais franchement entendu parler. Non, c'est pas récent. Les États-Unis sont dedans depuis les années 80. Ils ont lutté pendant plus de 10 ans pour faire reconnaître les déviances des thérapeutes. Et ils ont créé leur association, l'association False Memory Syndrome, en 1992. Et nous, on a créé notre association en 2005. Vous voyez pas les années que nous avons derrière laissé passer. Et je vois que les parents qui viennent chez nous sont dedans, comme on dit, dans les faux souvenirs depuis plus de 10 ans. Mais comme on n'en parlait pas,
Ils pensaient que c'était une affaire liée à leur famille. On peut rien prouver, en plus c'est terrible. Comment, justement, au niveau juridique, comment on peut traiter une affaire comme ça? Parce que être sous l'emprise de quelqu'un, on va pas arrêter tous les hypnotiseurs, par exemple. Non, mais enfin, vous avez quand même dans le droit français des textes qui existent. L'abus de faiblesse, par exemple, l'utilisation de l'abus de faiblesse, ça peut typiquement s'appliquer à ce genre de choses. La problématique, c'est qu'effectivement, comme pour tous les problèmes sectaires, c'est de trouver des personnes qui ont souffert de cela et qui acceptent de se lancer dans une procédure judiciaire, parfois compliquée, souvent coûteuse, et donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas... Incertaine aussi. Et très incertaine pour les raisons que vous expliquez vous-même, c'est-à-dire une problématique particulière. Vous avez de plus en plus de cas différents sur ce thème. Nous avons actuellement plus de 220 personnes, 220 familles. Les cas sont tous différents, mais le résultat est le même. La destruction de la victime, la destruction de la famille et l'entourage, de tout l'entourage. C'est souvent des femmes qui... 79%. Chez nous, 79% de jeunes femmes entre 30 et 40 ans. Pourquoi? Parce que les femmes, on leur demande d'être belles, d'être minces, d'être toujours au top dans leur travail, etc. Et elles ont, à un moment donné de leur vie, elles ont fait... D'abord, faut parler aussi des victimes. Le thérapeute ne choisit ses victimes. Il va pas prendre des gens qui sont smicards, excusez-moi l'expression. Il ne prend que les gens chez lui qui ont fait des fortes études, de grosses études, qui sont ingénieurs, agrégés. Une situation financière, d'où 30 à 40 ans, quoi. Voilà, et ensuite qui ont des parents relativement aisés. Ouais. Mais quand vous parlez de ces gens, les thérapeutes, vous faites allusion à qui? Concrètement, c'est qui ces gens-là? Le problème, c'est que c'est justement un peu tout le monde. Voilà. Et c'est que nous avons d'ailleurs, à l'initiative de Bernard Accoyer, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, voté une loi il y a 4 ans, qui malheureusement attend toujours son décret d'application, parce que dans la profession, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont tout à fait consciencieux et qui travaillent normalement. Ce que je veux dire, c'est qu'on comprenne bien, on est en danger avec quel type de personnes, quand on va chez qui, quand on demande quel service? Quand on demande un service destiné à rendre une thérapie qui est exercée ou présentée par quelqu'un qui n'a aucune formation particulière, qui peut avoir un parcours antérieur professionnel extrêmement diversifié et qui malheureusement propose des solutions qui s'apparentent parfois à du charlatanisme. Je peux même ajouter des personnes qui ont eu des problèmes personnels, qu'ils n'ont pas résolus, et qui profitent de ces problèmes pour faire de la psychologie à la petite semaine, en pensant qu'ils vont régler leurs problèmes. Et de plus en plus, nous nous rendons compte chez nous, dans notre association, qu'il y a des gens vraiment, des gens pervers. Très intelligent, mais pervers. Ça met combien de temps à avoir ce pouvoir sur les gens, à obtenir justement ce syndrome? Quelquefois, en 3 séances. Ah oui? La manipulation mentale se fait comme dans les sectes, de toute façon, de la même façon. La séduction, la destruction de la personne et puis l'induction. La séduction, le thérapeute se présente bien. Il y a un rapport presque affectif entre le thérapeute et sa victime, sa future victime. Après, il y a la destruction, il détruit tout le passé de la personne, il lui refait un passé, et après... en 3 séances, c'est compliqué, non, mais ça, non? Vous en avez qui, au bout de 3 séances, disent mais d'après ce que vous me dites, d'après ce que vous ressentez, j'ai l'impression qu'il vous est arrivé dans votre petite enfance un traumatisme grave. Ah bon? Et oui, je pense que vous avez dû subir des maltraitances. Vous êtes sûr que votre mère vous a aimé. Alors si la jeune fille dit « Ah ben je suis née prématurément », alors là, c'est parti. Là vous y êtes. Là c'est parti. Alors, vous pouvez dire qu'il dit que la mère ne l'a jamais aimé, bien sûr, puisqu'elle est née prématurément, c'est qu'elle ne voulait pas de l'enfant. Ils commencent tous par dire « Votre mère ne vous a pas aimé ». C'est un petit peu le principe des voyants, quoi. On essaye de construire l'avenir et puis en disant des banalités dans lesquelles les gens peuvent rentrer. Avant, là, les gens allaient voir des voyants, maintenant ils vont voir un psy, hein, c'est tout. Voilà. Il y a des gens qui sont confrontés à des problématiques. Madame évoquait le fait de vouloir apparaître, mais il n'y a pas que cela, qui vivent mal leur situation et qui cherchent des solutions. Et on leur propose un discours où ils trouvent curieusement toujours une solution à leurs problématiques. Et donc on leur invente progressivement, j'allais dire ensemble, en partenariat, ils s'inventent une histoire. Là où c'est encore
plus grave, c'est que vous avez des dérives qui conduisent à en fait monter les gens contre leurs propres parents, contre leur propre famille, et évidemment ça entraîne des problématiques extrêmement graves pour les familles qui sont concernées. Madame connaît bien cela. Alors, en gros, ça touche combien de personnes en France ? On ne sait pas, parce que vous en avez 200 familles, vous me dites, mais on a été interrogé par plus de 300 familles sur Internet, au téléphone. Mais nous avons chez nous plus de 220 familles, exactement, 220 familles. Mais, je vais vous dire, les gens qui viennent quelquefois sont depuis 2 ans, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ils savent pas à qui en parler. Parce qu'il faut savoir que la profession médicale n'en parle pas. Et peu de médecins généralistes savent ce que sont les faux souvenirs. Peu savent. Donc en fait, les gens ne savent pas. D'abord, ils ont honte, ils n'en parlent pas. Il y a ça aussi. Ils essaient de régler le problème en famille d'abord. C'est-à-dire que comme ils voient plus leurs enfants, ils se disent, on attend un peu qu'ils reviennent d'un meilleur sentiment, puis c'est tout. Il y a juste une chose que je comprends pas. Moi, je veux bien qu'on arrive à détourner effectivement le passé des gens, puisque c'est un petit peu ça. Mais dans quel est l'intérêt? Une secte, on comprend, mais là, c'est pas forcément une démarche sectaire. Il y a l'intérêt financier pour la personne qui traite, qui reçoit la. Oui, mais une fois qu'on l'a persuadé de ça, je veux dire vous en avez un client. Je ne sais pas combien de temps durent les séances, mais en tout cas, vous avez un client et donc qui peut éventuellement vanter ou proposer à des amis dans son entourage qui ont également des problématiques. Je me sens beaucoup mieux maintenant, j'ai découvert que mon père m'avait violé. Vous savez, dans les problématiques sectaires, et celle-là en est une, qui d'ailleurs nous montre qu'on est très très loin de l'analyse secte-religion, parce que vous voyez, ça n'a strictement aucun rapport. Eh bien, on a souvent ce genre de choses, c'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, on se trouve bien accueilli. La personne qui vient là, elle a un besoin. Elle a un besoin qui peut être fragile au départ. Elle est souvent fragilisée pour des raisons diverses ou variées, mais elle va trouver dans un premier temps une réponse à sa problématique. Donc elle se sent confortée et il est possible qu'elle soit un parfait agent, si je puis dire, vis-à-vis de son entourage, de ses amis, de gens qui sont recruteurs. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous conseillez donc aux parents il y en a qui nous écoutent, qui ne vous ont peut-être pas appelé? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la bonne attitude aujourd'hui lorsque d'un seul coup votre fille ou votre fils revient et décrète qu'elle a été violée ou violentée étant jeune? Surtout ne pas couper le contact. Garder un lien, même par carte postale, garder absolument un lien avec l'enfant, la fille, le garçon, les petits-enfants, parce qu'il y a aussi un problème avec les petits-enfants. Même si c'est au prix d'entendre des horreurs. Ah oui, mais tant pis, parce que quelque part, ça veut dire quand même quelque part que les enfants verront que les parents tiennent à eux. Au lieu de couper totalement les ponts, garder toujours un lien. Et puis, attendre. Mais de leur côté, les parents n'attendent plus maintenant qu'ils savent qu'il y a une association, qu'on en parle aux parlementaires, on va voir Monsieur Accoyer, on va au Conseil national de l'ordre, nous allons dans les ministères. Maintenant, les gens reviennent vers nous. Mais là où on a besoin de vous, on a besoin des médias, il faut prévenir tout le monde, il faut en parler. Il faut plus non plus se cacher, nous, en tant que parents. Il faut plus qu'on se cache, il faut plus qu'on ait honte, il faut plus qu'on se sente coupable de quelque chose puisqu'on n'a rien fait. Il faut qu'on en parle. Mais je vais vous dire, je suis heureuse là parce que toutes les personnes que j'ai contactées, toutes les familles que j'ai contactées ont toutes répondu présentes pour répondre à tous les journalistes qui leur arrivait, alors qu'il y a 2 ans, personne, il n'y avait qu'une famille qui a voulu en parler. Et je me rends compte que les familles, les familles ont fait un gros travail sur elles pour comprendre qu'elles n'y étaient pour rien. Elles n'étaient coupables en rien du tout. D'accord. Alain Jaille, juste un mot, parce que madame a parfaitement raison, parce que la question que vous posez, c'était comment faire. C'est de conseiller, de voir son médecin traitant qui peut éventuellement les diriger vers de bons conseillers. Alors que là, effectivement, on trouve sur Internet des adresses derrière lesquelles on ne peut rien vérifier, et la profession est totalement inorganisée. C'est la raison pour laquelle, hier matin, lorsque le rapport de la Miviludes a été remis au Premier ministre, nous avons rappelé la nécessité absolue à ce que le décret mettant en œuvre la loi que Bernard Accueil a souhaité justement pour réglementer la profession soit pris dans les meilleurs délais. Évidemment, tout le monde n'est pas fautif dans la profession. Il y a des gens qui le font tout à fait convenablement. Le problème, c'est que l'ensemble de la profession se voit en quelque sorte troublé
par les pratiques d'un certain nombre de personnes qui manifestement n'ont rien à faire dans ce domaine. Je voulais juste un dernier mot de vous, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le coaching d'entreprise, c'est pointé par le rapport de la Miviludes. Il faut se méfier de quoi là aussi, parce que quelqu'un qui est coaché, c'est comme quelqu'un qui vient en formation professionnelle, c'est quelqu'un qui est, disponible pour recevoir un message. Et à travers le message qui peut, dans un premier temps, effectivement répondre à la problématique que vous avez essayé de venir résoudre, eh bien, vous avez tout un ensemble, une dialectique qui entraîne le sujet vers des choses qui, par moments, peuvent complètement déraper et n'avoir strictement aucun rapport avec ce que vous êtes venu chercher. Sauf que vous êtes disponible dans votre tête. Vous avez envie d'entendre. En plus, il est labellisé entreprise, donc on a confiance. Évidemment. Et on sait que le monde de l'entreprise est un monde de pouvoir, un monde d'argent, et donc évidemment un monde qui intéresse toutes les dérives sectaires. Très bien, merci beaucoup de nous avoir alertés. Donc, ce que fait d'ailleurs la Miviludes dans son rapport. On va maintenant partir à l'étranger. On va essayer de dresser le parallèle entre Martin Luther King, dont on fête le 40e anniversaire en ce qui concerne sa mort, et Barack Obama, qui est l'homme qui monte aux États-Unis. Il y a 40 ans, la stupeur aux États-Unis comme dans le monde entier. Martin Luther King s'effondrait sous les balles d'un tueur. 40 ans après, Barack Obama bataille pour la Maison-Blanche avec parfois les mêmes idéaux que le leader noir disparu. Georges Robert de l'association Martin Luther King 2008 et François Durper, spécialiste d'Obama, sont aujourd'hui les invités de Bouge la France. Voilà, bonjour messieurs, je vais monter ce livre, Martin Luther King, l'autobiographie, parce qu'il y a tous ces discours, tous les moments importants, je demande de sa vie. Alors c'est vrai qu'on est dans une année particulière avec l'anniversaire de la mort de Martin Luther King, le 40e, et évidemment on peut pas ne pas faire le parallèle avec Barack Obama, puisque c'est l'homme, on l'a dit, qui monte aux États-Unis. Peut-être et probablement qui sera, vous allez nous le dire François, qui va être le candidat des démocrates. Mais ce qu'on voudrait savoir ce soir, pour commencer, c'est est-ce que c'est un cliché de penser que entre les deux, il y a une sorte de filiation. Alors j'aimerais bien vous avoir l'avis des deux sur ce thème, vous qui connaissez parfaitement Martin Luther King et vous Barack Obama, bien sûr, puisque vous avez écrit l'Amérique de Barack Obama. On commence par vous. Oui, alors effectivement, il y a des points communs. D'abord dans la rhétorique intellectuelle. Ils sont tous les deux noirs, ça. Oui, ça c'est un fait. Non, mais c'est pas grave. Mais à part ça, il y a dans le discours de Barack Obama une réflexion qui s'apparente, qui est très proche, très cousine de ce que pouvait dire Martin Luther King, dans une pondération des propos, dans une recherche de vérité et dans une forme d'honnêteté intellectuelle. Je fais référence notamment à un de ses derniers discours sur les rapports raciaux aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. C'était très pondéré, très mesuré, et il essayait de comprendre les différents points de vue. Et en ça, ils sont proches. Et puis il y a aussi cette idée de ne pas créer une séparation au sein de la société. Et ça, c'est pour Martin Luther King, par exemple, c'était le premier péché. D'ailleurs, peut-être même le seul péché. L'idée d'une séparation entre les Noirs et des Blancs. Et effectivement, Barack Obama cherche à casser ça. Et puis, comme il est issu du métissage, effectivement, c'est un beau symbole. Et 40 ans après la mort de Martin Luther King, on peut imaginer qu'effectivement, si parce que bien évidemment c'est au conditionnel. Si Monsieur Barack Obama, le 4 novembre 2008, devait devenir le prochain président des États-Unis, 40 ans après la mort de Martin Luther King, oui, ce serait lourd de symboles forts, et ce serait un message envoyé au monde incroyable d'une société capable d'une évolution incroyable. Qui aura mis 40 ans. Qui aura mis 40 ans. Mais 40 ans à l'échelle de l'histoire. Oui. Des échelles des États-Unis, c'est sûr. François, votre analyse sur ce parallèle. Barack Obama, en quelque sorte, c'est le continuateur du rêve défini par Martin Luther King en 1963. I have a dream. Je fais un rêve que ces enfants blancs et noirs de l'Amérique puissent un jour vivre et manger à la table de la fraternité. Mais c'est deux périodes différentes, deux périodes historiques radicalement différentes. Lorsque Martin Luther King se bat, il se bat pour la cause noire, pour la cause de l'égalité entre les Noirs et les Blancs, dans une Amérique des années 50, déchirée par la ségrégation raciale. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, la ségrégation est légale et jugée constitutionnelle dans les États du Sud. Donc il faut se battre juridiquement
contre la ségrégation dans les écoles, dans les mêmes bus et aux mêmes places, etc. Dans les transports, on se rappelle, il s'est fait connaître, Martin Luther King, en 1955, pardon. Hein, c'est Rosa Parks, vous vous rappelez, qui a refusé de se lever de ce bus auquel elle n'avait pas droit. Voilà. Il avait 26 ans et il s'est fait connaître de l'ensemble de l'Amérique. Aujourd'hui, Barack Obama est dans une autre échelle. Il va peut-être devenir le président des États-Unis. Président noir, mais président de tous les Américains. Donc effectivement, on est dans deux époques. Ouais. Comment est-ce qu'on est en l'espace de si peu de temps? Parce que pour un historien, 40 ans, c'est très rien peu. du tout. Justement, ce parallèle est intéressant. Peut-être c'est même une différence. Vous dites Obama, il doit plaire à tout le monde parce que si vous êtes président, il faut qu'il plaise aux Noirs, bien sûr, qui rassemble les Noirs, mais aussi les Blancs. Or, Martin Luther King, il n'avait pas ce consensus autour de lui, même chez les Noirs. À l'époque, on se souvient, il y avait différentes façons d'appréhender le problème noir chez les Noirs. Oui, mais leurs problématiques sont très différentes parce que déjà, Martin Luther King ne cherche pas le pouvoir. C'est vrai. Ça, c'est quand même un point important. Mais il cherche d'abord l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Ouais. Et ensuite, son combat, d'une certaine manière, suite à son prix Nobel qu'il reçoit en 1964, un peu s'internationalise. C'est-à-dire qu'après, il cherche un combat juste dans le monde entier, de fraternité. Et il cherche. Son combat n'est plus limité au seul continent américain. Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que Barack Obama est plus consensuel que lui, transposé 40 ans plus tard. Lui, certains de ses collaborateurs l'avaient quitté à certains moments. Là, vous avez plus à Hillary Clinton à la limite. De rappeler que Martin Luther King aujourd'hui fait l'objet d'une sorte de vénération nationale. Oui. Quand on demande aux Américains quel est l'homme politique qui a le plus fait changer la société américaine, eh bien c'est en devant John Kennedy, c'est en Martin Luther King qui arrive dans les enquêtes d'opinion. Mais il y a un paradoxe entre l'image de Martin Luther King aujourd'hui et l'histoire de Martin Luther King. Martin Luther King, du côté de son aile radicale, on connaît le mouvement du Black Power, le mouvement des Black Panthers, qui était beaucoup plus... Alors souvent on oppose la violence à la non-violence. On dirait Martin Luther King c'est du côté de la non-violence et Malcolm X serait du côté de la violence. C'est plus complexe que ça. En fait, Martin Luther King c'est un combat d'abord juridique au départ, et ce qu'on lui reproche dans les années 60, c'est de ne pas avoir été sur le terrain social. Et il y a quelque chose d'assez intéressant à constater, c'est que les grandes lois, celle de 1964, la loi sur les droits civiques, et celle de 1965, la loi sur le vote, que l'on doit à Lyndon Johnson, mais c'est le combat de Martin Luther King qui l'a permis, eh bien, c'est à partir de ces lois qu'on a vu les grandes émeutes urbaines. Donc c'est après ces lois, au moment où le combat semble aboutir, en voie d'aboutir, que l'Amérique se déchire, et notamment lors des émeutes de Watts. Pourquoi? Parce que d'un côté, on avait des avancées juridiques, et puis de l'autre, une Amérique noire qui ne voyait pas aboutir ce combat de manière sociale, concrète, dans le logement, par exemple. Oui, non, mais c'est très juste, mais je peux pas laisser dire que Martin Luther King n'était pas intéressé par l'aspect social des Noirs américains et des Blancs pauvres. C'est pas vrai, parce que en 1964, il reçoit son prix Nobel de la paix, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va dans le ghetto. Et il va dans les ghettos du Nord. Et dans les ghettos du Nord, il va justement se confronter au problème du logement, au problème des discriminations au travail. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que Martin Luther King, c'est un parcours. D'abord, juridiquement, casser la ségrégation dans les États du Sud, et après se confronter, puisque les gens du Nord lui disent oui, mais Martin Luther King, vous êtes bien gentil, discrimination à l'emploi, problème de logement, qu'est-ce qu'on fait? Et là, effectivement, il va sur le terrain. Il a élargi son rôle. Et il a élargi son rôle, et il a essayé de trouver des solutions, il a été pragmatique. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi populaire aujourd'hui. Et soit dit en passant, François, c'est un des rares avec Washington, avec George Washington, à avoir un jour férié le jour de sa mort. Bien sûr. Alors, simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que, bien sûr, qu'il s'est intéressé au combat social, puisque au moment où il se fait assassiner, il y a donc 40 ans jour pour jour, il va justement soutenir une manifestation d'éboueurs. On voit tout le combat social là, mais on lui a reproché, dans les années 60, de ne pas avoir été assez loin. C'est pas une accusation contre le personnage, c'est le fait qu'il ne fait pas l'objet d'un consensus. Les dernières années de Martin Luther King sont des années très très difficiles. Il essaie
Mais il sent bien que ce mouvement noir est multiforme et qu'il est très très difficile de canaliser en particulier toute cette base, toute cette jeunesse qui ne se reconnaît plus dans certains des idéaux qu'il défend et des idéaux en particulier de non-violence. Faut revenir quand même un tout petit peu sur cet idéal de non-violence dont on parle encore aujourd'hui, au sujet par exemple du Dalai Lama. Martin Luther King s'est beaucoup inspiré de Gandhi, on en parle aujourd'hui pour le Dalai Lama. Le combat de la non-violence, qu'est-ce que c'est? La non-violence, en quelque sorte, on le voit dans le parcours de Martin Luther King, ce n'est pas le fait de ne pas utiliser la violence, c'est le fait de ne pas utiliser sa propre violence. Mais c'est utiliser la violence de l'agresseur. Et c'est en quelque sorte une stratégie politique. Ce qu'il faut bien comprendre avec le recul historique, c'est que ce qu'a fait Martin Luther King, ce n'est pas une politique de bons sentiments, c'est une stratégie politique très bien, si vous voulez, huilée. On le voit en 1963, à Birmingham, Martin Luther King n'hésite pas à mettre les enfants devant. Il sait que la police blanche, qui est en grande partie raciste dans les États du Sud, ne va pas hésiter à lâcher les chiens. On arrête 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, le plus jeune à 6 ans, le plus âgé à 18 ans. Pourquoi Martin Luther King fait ça? Parce qu'il sait que le combat, son combat, se joue devant la presse. Et en particulier la presse, pas la presse du Sud, la presse américaine. C'était une question d'échelle. Il faut éradiquer la ségrégation du Sud et pour cela, il faut que l'opinion américaine, en majorité blanche, eh bien, soit convaincu par le combat de l'égalité. Je voulais faire un autre parallèle, puisqu'il s'est évoqué dans ce livre les rencontres avec Kennedy. Et on appelle Barack Obama le Kennedy Black. J'ai vu ça cette semaine à la une des journaux. Est-ce que ce qu'ils ont en commun, ces trois hommes, Martin Luther King, Kennedy et Barack Obama, c'est peut-être une vision plus lointaine, plus large de l'Amérique? Oui, c'est évident. Ils ont une vision de l'Amérique un peu presque messianique et pacifiée. En tout cas d'un pays pacifié et qui a un rôle important dans le monde à jouer. Et donc ça, on doit leur reconnaître. Mais il y a quand même, je crois, une différence entre, par exemple, un Martin Luther King et un Barack Obama. C'est que je crois que, mais bon, c'est encore une hypothèse, parce que monsieur Barack Obama n'est toujours pas président des États-Unis. Mais s'il devait accéder à la magistrature suprême, je crois qu'il serait un réformateur. Martin Luther King est un révolutionnaire. Et je crois que c'est là la vraie fracture, c'est-à-dire que, par exemple, concernant la guerre du Vietnam, il s'y est fortement opposé. Les Noirs américains lui disaient mais Barack Obama pour l'Irak. Oui. Mais vous avez raison de préciser, vous avez précisé tout à l'heure que la grande différence entre les deux, c'est que Martin Luther King ne s'est jamais imaginé pouvoir être un jour président des États-Unis. Mais parce qu'il sait qu'il savait, et c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, que dans le contexte historique des États-Unis de la fin des années 60, il n'avait aucune chance. Donc vous avez raison, l'un est révolutionnaire, l'autre est réformateur, tout simplement parce que l'un est, si vous voulez, en passe d'avoir des responsabilités publiques importantes, et donc forcément il adapte son discours, il s'adresse à l'ensemble des Américains. Qu'est-ce qui reste très rapidement de son discours I Have a Dream? Il y a eu beaucoup de conquêtes, bien évidemment. Qu'est-ce qui reste à faire, qui n'a pas été fait, que éventuellement Barack Obama pourrait reprendre à son compte? Justice, l'idée de justice. Ce qu'a commencé à faire Martin Luther King dans les quartiers populaires du Nord, je pense à Chicago, Watts, Los Angeles, là où il y a eu les émeutes, il se posait les questions bêtes de logement, de ghettoisation, discrimination au travail, combattre la pauvreté. Il est mort à Memphis en soutenant les éboueurs qui demandaient juste une augmentation de salaire décente. Ce qui est très important, c'est que il est assassiné en 1968. Je réponds aussi à la question. Dans son discours, il appelle à une mixité finalement des Américains. Et en 1968, un arrêt de la Cour suprême d'interdire les mariages mixtes. Et depuis, on voit aux États-Unis une multiplication des mariages mixtes, une évolution largement ignorée en France, mais le métissage fait des progrès dans la société américaine. C'est peut-être le principal acquis de Martin Luther King. François, je vais garder 30 secondes pour que vous nous donniez 2-3 infos, ce qui se passe en ce moment dans la campagne sur Obama. Alors, il reste 10 élections. En Pennsylvanie, le 22 avril, probablement avantage à Hillary Clinton. 2 semaines après, Caroline du Nord, probablement avantage à Barack Obama. On va sans doute jusqu'à la fin voir un coup Clinton, un coup Obama. Probablement le même écart, 130 délégués d'écart entre les deux. Et probablement, mais là on est dans les pronostics, un Barack Obama qui serait investi. On parle beaucoup des superdélégués aujourd'hui. On imagine mal les superdélégués allant à l'encontre du vote populaire.
Très bien, merci, on va suivre ça, vous reviendrez pour parler de ça parce que c'est trop passionnant. Ouais. Merci en tout cas, merci, et je remonte ce livre, l'autobiographie Martin Luther King. Deux petites... Effectivement, si vous voulez même comprendre les élections américaines en ce moment, c'est ça qu'il faut lire. Voilà, merci. Deux petites infos peut-être sur Martin Luther King. Demain, à la Fondation Dapper, à 19h, on parle de Martin Luther King, et également à La Haye les Roses, à 14h30 dimanche. Voilà, très bien, merci beaucoup. On va regarder les unes avec Saveria qui est arrivé, qui est dans le coin. Les unes des journaux de demain, tout de suite. Oui, Pierre, avec des journaux à dominante économique pour les quotidiens de demain, le jour même donc des annonces attendues de Nicolas Sarkozy, mais on parle également de la Chine et du Tibet, mais également de logement social. Bref, beaucoup à lire et à apprendre. Et avant de commenter, de vous présenter les unes de vos quotidiens de demain, cette information qui vient de nous parvenir en direct de Colombie, un haut dirigeant de la guérilla des FARC, Rodrigo Granda, a affirmé qu'il n'y aurait pas de libération d'otages sans un échange avec des guérilleros emprisonnés. Je vous rappelle qu'une mission humanitaire est arrivée tout à l'heure à Bogota pour tenter de récupérer Ingrid Betancourt. Les unes de vos quotidiens de demain, on commence avec Les Échos, 140 mesures pour réformer l'État. Les Échos qui présentent le plan que Nicolas Sarkozy doit annoncer demain. Objectif 5 milliards d'économies attendues en 2011. À noter également la grogne qui monte en Europe sur le pouvoir d'achat. À l'appel des syndicats européens, une manifestation géante aura lieu samedi en Slovénie. La Tribune qui revient également sur le plan d'économie du gouvernement, un plan qui se chiffre à 8 milliards contre 5 pour Les Échos. Et dans une interview, François Hollande estime qu'une hausse des impôts est inévitable. La Croix titre sur la situation au Tibet et la polémique des Jeux Olympiques. Le parcours de la flamme dimanche et lundi en Angleterre et en France risque d'être perturbé. À noter cette interview de Xavier Bertrand qui annonce que les entreprises qui n'emploient pas de seniors pourraient être pénalisées. On va terminer avec le journal Libération. Libération menace sur le logement social. Dès l'an prochain, la réforme du livret A pourrait affecter les ressources allouées aux HLM. Très bien, merci. On va passer au dernier coup de fil. Encore un débat houleux ce soir au Palais Bourbon pendant la discussion du texte sur les OGM. Une amnistie refusée pour les faucheurs de plantes transgéniques. José Bové a tout vu. Il est ce soir le dernier coup de fil de Pierre Sled. Bonsoir José Bové. Vous m'entendez José Bové? Bonsoir. Je vous entends très bien. Ah, pas très bien. On a parlé de piquet, enfin vous avez parlé de piquet de vigilance à l'Assemblée, ça consiste en quoi? Écoutez, le piquet de vigilance, ce sont les citoyens, ce sont tous les collectifs aujourd'hui qui luttent pour le droit et la liberté de produire et consommer sans OGM et qui ont décidé de camper devant l'Assemblée nationale, plutôt derrière sur la petite place Édouard Herriot, et en même temps d'assister au débat et d'informer les citoyens sur le déroulement des débats. Donc nous passons la journée à l'intérieur de l'Assemblée nationale à écouter les débats et à débattre et à discuter dans les couloirs avec les députés, et la nuit nous dormons, nous campons donc sur cette place Édouard Herriot. Et vous pensez que ça influence le débat vraiment? Écoutez, en tout cas ce qui est important c'est de bien montrer que les citoyens ne se désintéressent pas du débat. Et nous avons toujours dit qu'il était important, après le Grenelle de l'environnement, qu'il y ait une loi qui organise justement cette liberté et ce droit de produire et consommer sans OGM. C'était inscrit noir sur blanc dans les conclusions du Grenelle, au même titre que la clause de sauvegarde, c'est-à-dire le moratoire sur le Monsanto 810. Et donc nous sommes vigilants, nous sommes mobilisés pour qu'on arrive à ce résultat, malgré le fait que le Sénat ait dénaturé la première proposition du gouvernement. À propos de Sénat, que pensez-vous des déclarations du sénateur Legrand qui parlait du lobbying du semencier Monsanto? Je pense que le sénateur Legrand a dit tout haut ce que tout le monde savait, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des groupes de pression très forts, pas simplement Monsanto, on pourrait citer les autres entreprises de biotechnologie ou d'agrochimie comme Bayer. D'ailleurs, j'ai vu les représentants de Bayer et de Monsanto qui arpentaient aussi les couloirs de l'Assemblée nationale. On sait très bien qu'il y a des groupes de pression de l'agriculture productiviste, et ça c'est un secret pour personne. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui dure depuis des années, et dans la façon dont certains parlementaires
aborde le sujet des OGM, on voit bien que on n'est pas dans un discours simplement serein, mais qu'il y en a un certain nombre qui essayent de faire passer les volontés des firmes. Très bien, merci beaucoup José Bové, et donc bonne nuit près de l'Assemblée. La nuit, là, je retourne dans l'enceinte pour écouter la suite des débats. Très bien, merci beaucoup José Bové. Merci à vous. Merci bien. Voilà, on a terminé. Je salue à nouveau mes deux derniers visiteurs de la soirée dans Bouge la France. Également Saveria, que je vais retrouver la semaine prochaine, bien sûr. Philippe de Sony qui a réalisé cette émission, Pierre-Henri Gergogne, la célèbre et désormais respectée voix off de Bouge la France. Ariane Nicolas, Jean-Baptiste Daoulas qui ont préparé Bouge la France ce soir. On se retrouve, nous, lundi. Tout de suite, un portrait de sénateur. Jean-Pierre Bel, excellente soirée, au revoir et bon week-end. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Lavelanet, une petite ville de 7000 habitants au pied des Pyrénées ariégeoises. C'est une petite cité, quoi. C'est pas ma cité à moi qui était quand même... C'est sûr qu'il y en avait quelques étages en plus. Puissance 10. Le sénateur-maire Jean-Pierre Bel a passé les années 50 et 60 dans une cité HLM de Toulouse, imprégnée des senteurs d'azote de l'usine AZF. Ici, c'est la cité de la Marne. C'est une petite cité de Lavelanet. Qui est moins importante que la cité dans laquelle je suis né et dans laquelle j'ai vécu 20 ans, mais qui ressemble beaucoup, parce que toutes les cités se ressemblent dans le sens où on vit ensemble. Bonjour. Un jour, l'office HLM est arrivé et a décidé qu'ils allaient mettre des pelouses avec des ronds bien entretenus, et j'avoue que ça ne nous plaisait pas du tout, quoi. Et on s'est même battu au début. On a saboté les premières installations parce que nous, on préférait notre terrain vague où on allait tout jouer au foot que de voir un truc qui était certainement plus joli, quoi, plus entretenu, mais où on était un peu expulsé. Mais t'es arrivé la même chose, en fait. On avait, nous, un quartier où il y avait la route qui traversait le quartier. On avait tendance à jouer au football, mais carrément, on bloquait la route, on jouait tranquillement. Et du jour au lendemain, on nous a mis des terrains de basket, des terrains de football, où c'était vraiment trop cadré et on n'avait pas la liberté de jouer, en fait, avec des horaires, des conditions qu'on ne connaissait pas, nous gamins. C'était pas notre territoire, quoi. Non. Tu arrives de l'école, tu jettes le cartable au fond du couloir, tu descends en bas, on te disait, tu descends en bas, ouais, hop. L'expérience qu'on a eue pendant ces années-là à HLM, ces années-là d'appartement dans les cités, c'est inouï, quoi. Moi, ça m'a forgé, j'imagine que toi aussi. C'est énorme, quoi, cette expérience-là. Puis le militantisme associatif aussi, après. On vient bailler aux corneilles. Ce quartier a des arômes de Madeleine de Proust pour ce fils d'une postière et d'un syndicaliste. J'avais l'impression que nous étions les plus forts du monde, là. Nous, cette famille qui avait vécu des choses très très fortes, des gens... très importants, enfin pour moi, qui étaient des grands personnages qui venaient chez moi, des Polonais, des Roumains, des gens qui avaient un vécu fort. Je passe des périodes aussi, des anecdotes plus fortes encore. Voilà, j'avais l'impression d'être d'une famille de combattants et mon idée c'était de rester combattant jusqu'à la fin de mes jours. Alors j'espère que j'ai gardé ça aussi. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. C'est évidemment grâce à la politique que Jean-Pierre Bel choisit d'entretenir cet esprit combatif. Très attaché à son territoire, il remplit plusieurs mandats locaux. Maire d'une petite commune d'Ariège, puis conseiller général et régional, il devient le premier magistrat de Lavelanet en 2001. Ici, c'est un territoire qui souffre beaucoup depuis maintenant 15-20 ans et il y a eu énormément de restructuration et il y a eu des milliers de licenciements dans le textile qui ont fait que ce territoire était d'une certaine manière un petit peu sinistré. Et j'ai considéré que les socialistes devaient être présents dans ce territoire. En route vers de nouvelles aventures.
Le jeune militant des années 70 n'adhère pourtant pas spontanément au Parti socialiste. Sa jeunesse est révolutionnaire. La jeunesse, j'allais dire, européenne s'était précipitée à Lisbonne pendant la révolution des œillets. Et bien entendu, j'y suis allé avec 2 amis dans une 2 chevaux. Et la différence avec aujourd'hui, c'est que notre vision de la politique était planétaire. Et bien sûr, Che Guevara, bien sûr, l'Amérique latine, Che Guevara qui est toujours en photo sur de mes bureaux. Voilà, le romantisme révolutionnaire l'a emporté sur tout le reste. J'étais comme beaucoup jeunes militants trotskistes qui faisait ça non pas par dogmatisme, mais surtout par opposition au père, qui lui était plutôt communiste, pour nous c'était les staliniens, opposition à un monde figé. Et pourquoi nous étions trotskistes? Tout simplement parce que nous étions pour la liberté et contre la dictature. Et il n'y avait pas d'autre espace politique où on puisse comme ça s'affirmer, mais très rapidement on a vu les limites de ce qui était proposé là. Cette période se termine lorsqu'il décide que ce n'est pas par la révolution mais par la réforme qu'il pourra changer la vie de ses concitoyens. Jean-Pierre Bel entre alors au PS et son parcours politique est marqué par sa rencontre avec Lionel Jospin. Lorsqu'il était en Midi-Pyrénées, j'étais d'un peu son bras droit, hein, à la fois au sein du Parti Socialiste et puis dans les campagnes comme la campagne pour les élections régionales en 92, où j'étais le responsable de la campagne, tout en étant tête de liste dans mon département. Nous étions très proches et nous étions amenés à nous voir très, très régulièrement. Je ne peux pénétrer dans l'hémicycle que si j'ai la cravate. Voilà. Et donc je suis un peu rétif à la cravate. Je fais partie de ceux qui ont été traumatisés, notamment lorsque j'étais étudiant en droit dans ma fac. C'est un vrai combat politique que de tenir 8 mois sans mettre la cravate. D'ailleurs, vous voyez, je fais très mal le nœud, il faut que je recommence. Il est loin, le temps des révolutions. Élu sénateur en 1998, il devient président du groupe socialiste en septembre 2004, succédant à une figure historique du Parti socialiste, le sénateur de Paris, Claude Estier. C'est Jean-Pierre Bel qui a été élu au 2e tour de scrutin avec 54 voix. Donc je viens de lui transmettre la présidence du groupe. Mon élection a correspondu à un besoin des sénateurs socialistes, à un besoin peut-être de donner une image plus, disons, rajeunie, de donner une image différente, hein, les temps évoluent, et aussi un souhait de faire en sorte que les sénateurs socialistes, que ce groupe soit mieux compris, par exemple, du Parti socialiste. Jean-Pierre Bel n'est pas un nouveau venu au Parti socialiste, il a derrière lui un long parcours au sein de la direction du PS, rue de Solferino. C'est ici, dans le bureau du premier secrétaire, qu'il admire beaucoup, que commence sa semaine politique. Les matins, nous nous retrouvons. Il est assez habituel que j'arrive le premier, avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Et nous allons ensemble voir les grands dossiers de cette semaine et voir un petit peu les orientations que nous allons donner à cette semaine politique pour le Parti socialiste. Je ne vais pas prendre mes consignes à Solferino pour ensuite les redistribuer à l'échelle du groupe. Non, c'est plutôt un moment de rencontre, de coordination, où effectivement nous sommes plus en train d'analyser l'évolution de la situation politique, chacun faisant remonter, et moi en particulier, faisant remonter du terrain un petit peu ce que nous sentons, mais nous avons aussi à prendre des dispositions d'ordre très pratique. Hein. Ces dispositions sont d'abord discutées ici, au Sénat, dans son bureau. Avec mes collaborateurs proches au niveau du groupe, nous préparons la semaine qui vient, et donc nous préparons la semaine législative, le travail qu'il y a à faire, les réunions qui vont se succéder, les réunions de bureau, les réunions de groupe, le travail législatif. C'est aussi ici que l'on commence à imaginer les questions d'actualité du jeudi. Situation du pays,
Je le mettrais par rapport à la situation de l'emploi. Hein, l'emploi, c'est le textile avec Dim et Playtex dans le Nord. Hein, donc il y a quand même de gros soucis dans un contexte où il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui la poserait celle-là, toi? Je sais pas, je viens d'en avoir l'idée là, mais j'ai pas... Tous ces dossiers sont ensuite débattus avec l'ensemble des sénateurs socialistes, avec 7 parlementaires apparentés et verts. Ils sont aujourd'hui 97 sur 331. Si vous pouvez vous lever, on va se mettre en groupe sur les marches. Au Sénat, Jean-Pierre Bel espère incarner une nouvelle génération de politiques. Je crois qu'on ne pourra pas continuer à faire de la politique comme on en fait aujourd'hui. Et on ne pourra pas continuer à voir des hommes politiques additionner je ne sais combien de responsabilités à un point tel qu'on se demande comment ils arrivent à les effectuer. Donc il faut redistribuer les mandats, il faut faire en sorte que la vie politique soit plus souple, il faut aussi éviter les situations acquises, il faut éviter tout ce qui pourrait laisser accréditer l'idée qu'il y aurait une classe politique. La phrase qui m'importe le plus, c'est celle qu'on attribue à un proverbe sénégalais: si un jour il t'arrive de ne pas savoir où tu vas, au moins souviens-toi d'où tu viens. Donc c'est surtout ça qui marque mon action de tous les jours.